Bonjour, nous nous retrouvons pour la 5e partie des œuvres de la chair, la surprotection maternelle. Avant de commencer, je t'invite à aller voir la vidéo de présentation de la chaîne. Ce serait malhonnête de ma part de ne pas te dire que le diaporama sur la timidité est un message que j'ai prêché à mon groupe de maison, ce qui n'était pas le cas avec les émotions, si tu t'en souviens bien. Comme quoi, pour avoir son temps de parole, il suffit juste d'un peu de patience. Le seul rapport avec le titre autobiographie est la forme intégrale des œuvres de la chair. J'ai opté pour le format court parce qu'il n'y a pas d'œuvre, ni sketch, ni chant, ni poème, mais aussi parce qu'il y a environ 10 fois moins de références bibliques par rapport aux autres messages. Toutes les références sont concentrées dans cette partie appelée autobiographie. Pour aborder le sujet des mamans, quoi de mieux que de parler du premier livre des rois, chapitre 3. En résumé, il est écrit quoi? 2 femmes prétendent être la maman d'un enfant, ce qui est impossible. Il y en a forcément une des deux qui ment. Alors elles se sont rendues auprès du roi Salomon pour trancher. Et ce roi d'Israël a pris le mot trancher au premier degré. C'est-à-dire qu'il s'est dit tout simplement, puisque cette femme-là et cette femme-là sont la maman de 7 enfants, alors coupez-le en 2, comme ça il y aura une moitié pour elle et une moitié pour elle. Problème résolu. Et alors, la vraie maman a dit, non, ne le tuez pas, c'est mon enfant. Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa maman. Certains diraient que c'est un enfant illégitime parce que c'était 2 prostituées qui se disputaient un enfant. Mais bon, passons. Il y a bien d'autres liens de parenté dans la Bible. Au travers l'enseignement, exemple avec Élie et Élisée, au travers une adoption, exemple avec Ruth et Naomi, au travers le lien du sang, exemple avec Jésus et Marie, et au travers une sphère sociale ou le communautarisme, bon j'avoue c'est un mot un peu fort, avec Paul et Timothée. Faisons l'homme à notre image. Ah, tu l'attendais cette théorie, si tu as vu bien entendu le chapitre 2, ou pas d'ailleurs. En tout état de cause, je ne cherche pas à endoctriner, mais simplement à te partager ma perception des choses afin que tu vois les choses autrement. Dans tous les cas, ni toi ni moi ne détient la vérité. Je pense que Adam et Ève étaient des enfants qui n'étaient pas en âge d'avoir la puberté. La façon que Dieu s'adresse à Adam, la façon que Ève est apparue à Adam, la façon que le serpent s'adresse à Ève, la façon qu'ils agissent face à la nudité, au point même d'en avoir honte et de se cacher. Ça me fait rire de nervosité quand je lis que Dieu a dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, sachant que dans Genèse 2, c'est-à-dire au chapitre précédent, il est écrit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui pour cultiver le jardin d'Éden et pour le garder. C'est-à-dire qu'avant, on faisait les choses naturellement sans que cela pose problème. Et puis, il suffit de dire, mais même pas, de décrire les choses telles qu'elles sont avec un registre ô combien plus tragique pour que la même action devienne abominable. Bon, par exemple, à l'école, jusqu'à mon époque en tout cas, on disait « Toi, tu es puni, tu vas recopier 100 fois, je ne ferai plus de bêtises. » Ou bien on dit « Toi, pour la peine, tu vas laver le tableau. » Mais dans la vie de tous les jours, bon, encore plus quand on est adulte, il y a des choses qui se répètent. On se lave tous les jours, ou bien on lave des choses qui nous appartiennent. Mais là, sous prétexte que le tableau ne nous appartient pas, alors ça devient une punition. Et ça, il n'y a qu'aux enfants qu'on arrive à faire croire que dès le moment où on le dit, eh bien tout à coup,
ce que l'on fait devient mauvais. Il s'agirait d'un scénario du modèle féodal. Le fruit défendu serait la sexualité. L'arbre de vie serait, toujours dans le cadre de ma théorie, l'arbre généalogique et par conséquent un problème familial. Les ascendants se seraient alors servis de la théologie pour se dédouaner de leurs méfaits. Parce que c'est bizarre. Dans Genèse 1, Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Il vérifie tout le temps. Et à partir de Genèse 2, dès le moment où l'homme est apparu sur terre, soi-disant, eh bien, il fait que des erreurs. Il va même jusqu'à se répandre d'avoir fait l'homme. Pourquoi avoir fait croire que Adam et Ève ont été les premiers humains sur terre pour banaliser une scène incestueuse, d'autant plus entre deux enfants, sous la pression de la famille. Là, tu penses que je vais un peu trop loin. Mais dans la Genèse, on parle d'inceste. Dans le passage qui décrit Sodome et Gomorrhe, il est décrit « Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Selon ma théorie, l'histoire d'Adam et Ève serait un merveilleux quiproquo qui fait penser au mariage, un récit qui serait beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Transition un peu brutale, il est écrit dans la Bible « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Je pose ça ici pour que tu sois un peu dans l'ambiance de ce qui va suivre. Avec ma maman, nous avons des discussions très intéressantes. Quelquefois, je regrette même de ne pas avoir pris de notes. Si nous étions trois à échanger au sujet de l'éducation, voici à quoi ressembleraient les échanges. Dans la majorité des cas, l'éducation est la transmission de craintes et valeurs des parents aux enfants, et c'est l'enfant qui apprend aux parents, quoique naïf. Ceci parce que les parents prétendent savoir. Mais si l'imagination des enfants est débordante, alors celle des adultes est jaillissante. Un mensonge devient une réalité à force d'y croire. On ne peut se rapprocher de la vérité que par un prisme formé de plusieurs réalités distordues, convergentes et de nature différente. Le reste est de la corruption, de la manipulation ou de la séduction. Se rapprocher de la vérité, c'est commencer par blesser son ego, faire se heurter plusieurs réalités, approuver, rejeter, émettre plusieurs hypothèses, se dire que l'un n'empêche pas l'autre et accepter les différences. Il y a toujours des solutions, mais la réponse est la bonne solution au problème. La réussite est le résultat de l'aboutissement d'une succession d'échecs. C'est pourquoi elle n'est accessible qu'avec la patience. Sinon, on fait usage de son don. Une réussite sans échec est appelée accomplissement. Un bon lien de parenté consiste à élever le courage proportionnellement à la diminution de la confiance chez l'enfant pour avoir autorité sur lui jusqu'à ce que la maturité prenne le dessus sur la croissance. Dans la maison, étant donné que c'est une famille monoparentale et qu'il y a une seule descendance, moi, nous sommes donc 2, 3 en comptant le poisson rouge. Nous vivons modestement, nous sommes de confession catholique et le contact avec le reste de la famille est plus physique qu'à distance. Comprends à travers ce descriptif que les liens sont très forts. Et pour mieux illustrer les choses, voici ce que j'ai écrit à côté. Jusqu'à 21 ans, j'ai grandi avec l'idéologie suivante. Je t'ai dit d'attendre parce que je suis occupé pour le moment. Pourquoi tu es pressé de le faire ? Qu'il est frustrant d'être spectateur de sa propre vie. En fait, le lien est si fort qu'il est même destructeur. Et c'est ce que nous verrons dans les prochaines diapositives. Avant 15 ans, la frustration évoquée précédemment provoquait un dérèglement qui déclenchait le pipi au lit. J'ai dû consulter 1 an plus tôt, à l'âge de 14 ans,
une psychologue et m'a dit ce qu'il fallait que j'entende en une séance. En résumé, il ne faut pas que je prenne la défense de ma maman dans la séparation de mes parents et que j'allais comprendre plus tard le rapport avec les fuites urinaires. Et alors, quel est le rapport? Eh bien, je ne prenais pas ma propre défense mais la sienne, c'est-à-dire que je pensais qu'il fallait attendre qu'un esprit de la maturité vienne me transfigurer pour être habilité à ma propre vie. Il ne me venait pas à l'esprit d'être maître de mes décisions. Après 15 ans, c'est en quelque sorte la masturbation qui a pris le relais. Nous aborderons plus amplement le sujet prochainement. Avant 17 ans, je n'avais pour ainsi dire pas ou peu de sensibilité. J'avais plutôt tendance à m'approprier celle de ma maman ou de l'entourage pour tenter de comprendre la vie. La pression sociale jouait aussi un rôle. Lorsque nous y adhérons, consciemment ou inconsciemment, nous nous dotons aussi de sensibilité que notre nature propre n'a pas. Après 17 ans, il y a des premières formes de véritable sensibilité après avoir passé 10 ans dans la même classe avec mon ami à la plus longue relation. La classe de neige a été marquante notamment lors des appels téléphoniques. Tous mes camarades pleuraient. Je leur demandais s'il était arrivé quelque chose de grave à leurs parents. Ils me répondaient « Non, c'est parce que c'est la première fois que nous sommes loin de nos parents ». Lorsqu'on m'a passé le combiné téléphonique, ma maman me demandait si tout allait bien. Je lui ai répondu « Oui, mais mes camarades ne font rien que pleurer inutilement ». Insensible aussi, parce que la séparation ne m'a pas du tout affecté. En fait, si, je te dis une bêtise. Pour moi, c'était anormal que les deux parents vivent ensemble et ça m'avait beaucoup perturbé lorsque j'allais chez mes amis. Tant que tout le monde a la santé et que tout le monde vit dans une situation correcte, je ne pleurais que si quelqu'un pleurait devant moi. Autrement, je n'avais aucune empathie. Avant 21 ans, une scène m'a marqué. « Tu t'appelles comment ?» ?»« Il s'appelle Stéphane. » Cette discussion a eu lieu lors d'un anniversaire. Un membre de la famille voulait entendre ma voix, mais c'est ma maman qui avait répondu. Lorsqu'on a dit « Il ne peut pas parler ?» je me suis intimidé à l'idée qu'une tension éclate et je restais silencieux. Plus tard, la scène s'est reproduite de manière plus flagrante. Cette fois, ma maman n'était pas intervenue, mais je la consultais du regard pour savoir quoi répondre. La magie du conditionnement avait opéré. Après 21 ans, j'ai sécurisé ma prise de parole. À vrai dire, je ruse d'efficacité pour avoir cette assurance et j'achève de faire les choses avant de les avouer, ce qui provoque la surprise et l'interrogation. Force est le silence pour m'écouter, voire rassurer dans certains cas. Après 21 ans, j'étais devenu de plus en plus dépensier, parfois pour faire preuve de générosité, parfois pour avoir de l'attention, d'autres fois encore pour simuler une vie d'adulte avec des enfants. L'argent ne devrait pas être un tabou entre les parents et les enfants. Sur la frise chronologique, l'inscription scolaire était marquante parce que je l'ai faite seule. Enfin, avec l'aide du professeur principal. Ma maman était très surprise que j'y arrive sans son aide. Pour mettre en contraste, voilà ce que j'aurais dit si j'étais parent à mon enfant. Heureusement que tu t'es débrouillé tout seul, sinon ce serait inquiétant à ton âge. Je le ressentais assez comme une sorte d'abandon de ma part et que sa vie commence à perdre du sens. J'ai un peu culpabilisé, je le ressentais aussi comme un manque de confiance en moi et qu'elle ne m'estimait pas à ma juste valeur. C'est pourquoi je n'étais pas joyeux quand elle était fière de moi. Toujours sur la frise chronologique, la confiance à un ami est aussi historique. Il a fallu 14 ans d'amitié pour en arriver là, mais aussi une méfiance à l'égard de ses parents, mes grands-parents. J'ai demandé à la maman de mon ami de garder la maison pendant les vacances. Cela insinue deux choses. Ma maman préfère prendre les choses en main et ça m'a éclairci sur sa réaction face à l'inscription scolaire. J'ai pris la rancœur que ma maman avait à l'égard de ses parents à ce moment-là. Pour mieux comprendre les choses, elle avait tellement d'influence sur moi que si elle voulait tuer quelqu'un, j'aurais tué cette personne pour le bien de ma maman sans que cela représente un problème pour moi. C'est pourquoi j'ai menti à ma mamie pour reprendre l'autre exemplaire des clés et les donner à mon ami pour être sûr que mes grands-parents n'entrent pas chez nous pendant les vacances. J'ai fait de l'autodérision pour mentir, c'est-à-dire que j'ai joué sur le fait que je sois réellement maladroit et étourdi
pour faire croire que j'ai fait tomber les clés dans des égouts. Et transformer un défaut en qualité, crois-moi que c'est ma spécialité. Avant 23 ans, la timidité était étroitement liée au stress. Je n'étais vraiment pas contrariant parce que j'étais tout le temps d'accord avec tout le monde. Comme me disait une amie, tu n'as pas de personnalité. C'est le genre de phrase qui blesse sur le moment mais qu'on a vraiment besoin d'entendre pour se forger. Après 23 ans, comme tu peux t'en douter, j'ai commencé à m'édifier une personnalité, ce qui a conduit à une autonomie progressive et une baisse de timidité et de stress. Avant 25 ans, j'étais la somme de mes fréquentations, donc fluctuant, et c'est en partie pour cela que je suis assez lunatique encore aujourd'hui. Après 25 ans, j'ai continué à édifier une personnalité et à la consolider, notamment en mettant des mots dans les zones d'ombre, là où je réponds le moins aux normes de la société. Eh oui, nous sommes tous spéciaux. Nous nous étendrons sur la relation que j'ai avec moi, enfant, dans le prochain épisode. À 25 ans, suite à plusieurs choses qui me tracassaient, j'ai décidé d'aller seul au Congo, à Brazzaville, pendant 5 mois. J'ai compris pourquoi les parents envoient leurs enfants turbulents au pays. L'Afrique est pour moi un territoire vaste de 55 pays qui inspire la renaissance. C'est là-bas que j'ai trouvé la paix intérieure. L'année suivante, je suis resté 7 mois sans parler à ma maman pour lui démontrer 2 choses. Ce n'est pas la distance qui éloigne et le silence est davantage audible que la parole. J'ai remarqué que les gens m'écoutaient mieux lorsque je m'exprime avec le silence. Entre ces 2 événements, j'ai regardé pendant près de 16 mois 2000 vidéos sur YouTube pour comprendre l'humain. Cette période de 2 ans a été beaucoup plus édifiante que les 25 premières années de ma vie. Par ailleurs, j'ai aussi remarqué que ma maman n'était pas la seule à me materner, les collègues aussi me paternent. Parfois, les parents doivent admettre qu'ils ont besoin de l'aide de leurs enfants. C'est aussi une façon de reconnaître la maturité, la confiance et la fierté pour leur postérité. S'il y a bien une chose à retenir dans toute cette histoire, les enfants comprennent mieux leurs parents que les parents comprennent leurs enfants. Le reste des actions, n'est-ce pas dans l'épisode des raisons d'être? Dans les années 1980, pendant un voyage aux Antilles, ma maman était chez sa grand-mère. Elle lui disait « La vie ne me laissera pas le temps de te revoir ». Et elle lui répondit « Si, mamie, tu as patienté jusqu'à mon retour. Je te fais la promesse qu'on se reverra avant que tu partes. » Ma maman avait aussi un ami dont elle avait perdu le contact parce que sa petite sœur lui avait brûlé les lettres qui lui étaient adressées. N'oublie pas que le téléphone portable était à son élaboration à cette époque. En 2011, j'ai fait mon baptême de l'air avec ma maman. Quelques souvenirs défilent présentement. Puis nous sommes repartis en 2013 en Martinique. Et mon arrière-grand-mère nous avait encore attendus. Nous étions proches et à la fois éloignés de 85 ans. Mais la magie de ce voyage ne se limite pas à ça. Les informations circulent vite dans les îles. Tout le monde parle sur tout le monde. Et parfois, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Un jour, ma maman reçoit un appel. « Allô, Rose, tu te souviens de moi? J'ai appris que tu es aux Antilles. Quand tu reviendras en métropole, j'aimerais te revoir. » J'ai su d'où je venais. J'ai pu revoir mon arrière-grand-mère 3 semaines avant qu'elle décède. Et une amitié brisée pendant 3 décennies s'est régénérée sous mes yeux. Ma maman n'a pas pu m'offrir un cadeau qui égale ce voyage. Ce voyage est aussi inestimable qu'elle-même à mes yeux. Et c'est ainsi que je souhaite bonne fête à toutes les mamans, celles qui donnent le meilleur d'elles-mêmes chaque jour de leur vie.